Aujourd'hui, tout le monde veut trouver sa mission de vie, comme s'il fallait se rendre utile pour mériter d'exister. On voit des gens s'épuiser à chercher un rôle sacré, une fonction divine, une tâche à accomplir absolument. Mais est-ce que ce serait pas une illusion? Et si ce besoin de mission venait d'un vide qu'on n'a jamais vraiment osé regarder? Aujourd'hui, on reçoit Maître Mahagiri pour lui poser les vraies questions. Celles qu'on se pose dans le silence de nos nuits. Celles profondes. Merci beaucoup. Comment ça va, cher Maître Mahagiri, aujourd'hui? Rempli de soleil, je me sens bien. Mon cher Maître Mahagiri, et si nous n'avions pas de mission de vie? A-t-on tous une mission de vie? Tu commences fort. Attends. Je vais te faire un petit galérage. Ok. Si la réponse est non à cette question, c'est-à-dire si la réponse c'est pas oui, c'est comme si tu dis l'univers n'a pas de logique en essence pour sa création. Il n'a aucun but. Que l'intégralité du champ d'expérimentation dans lequel on est n'a aucun sens. C'est une théorie. Tu veux dire que certains disent ça? Oui. Et on pourrait le penser, quoi. Alors pourquoi ils auraient de la logique? Pour s'adapter. Tu sais, dans certaines sagesses ancestrales, des êtres disaient, avec des mots qui semblaient métaphoriques, « J'ai vu dans mon corps, je suis comme la terre. À l'intérieur de moi, il y a la roche, il y a l'eau et les animaux. Nous sommes un. » Récemment, là, depuis 2018-2019, on avait quelques scientifiques de renom qui commençaient à poser, avec des études plus profondes, au niveau d'une seule particule, on a l'information de l'intégralité de la création. Une particule contient en essence l'information de tout l'univers, de tout ce champ d'expérimentation. Ça veut dire qu'on fonctionne dans un jeu avec une imbrication et une intrication. C'est à la fois imbriqué, comme des poupées russes, et c'est à la fois intriqué. Et c'est un mouvement simultané. Ça veut dire que tout ce qui est en nous, et là, il n'y a pas de débat là-dessus, existe en dehors de nous, et réciproquement. Donc, si on observe une structure parfaite interne, qui va être le cursus que va suivre l'intégralité du vivant, en tant que structure, en tant que déploiement, si la logique est en nous, pourquoi on pourrait d'un coup dire que le reste de la création ne suivrait aucun but? La fraction même des gens qui pensent ça est unifiée à un ensemble plus grand de personnes qui affirment qu'on est connecté à l'ensemble. Donc au sein d'une même pensée commune, on a des gens qui vont se diviser pour quelque chose d'assez intéressant parce qu'ils souhaitent la vérité. Établir un code que tous les humains suivraient. Un code qui serait bienveillant, un code qui serait harmonie, un code qui serait la voie. Pour pas qu'on s'égare. Mais on est dans une tentative de ce chemin-là. Donc, la logique inclut la mission de vie. En quelque sorte. Sans logique, aucun but. Sans but, pas de chemin. Pas de chemin, pas de chemin. Donc, on a tous une mission de vie. Oui, parce que ta vie a un but. Alors, c'est quoi au fond une mission de vie? Est-ce que c'est une direction, une action, un état, une vibration, un contrat? Vous voulez bien me faire un grand sourire? Ça, c'est la direction. Ce grand sourire. La mission de vie, c'est tout ce que tu as dit, mais au pluriel. C'est des contrats, des actions, des vibrations, des états. Mais c'est tout ce que tu as dit. Va plus profond alors. C'est quoi la question suivante? La question que tu te poses.
est-ce qu'on peut rater sa propre mission de vie? Et si oui, qu'est-ce qui se passe après? Tu recommences. Ouais. Est-ce que tu peux rater la mission de vie? Oui. Il y a des gens qui passent à côté. D'un point de vue beaucoup plus vaste, beaucoup plus haut, c'est pas très grave. C'est une vie qui meurt. Et c'est comme une cellule qui meurt et qui renaît. Ça recommencera. Mais du point de vue de cette cellule individuelle, qui serait cet humain individuel, c'est grave. Parce que pour lui, il n'a pas vécu son accomplissement. Et quand tu dis on recommence, c'est-à-dire on recommence dans une réincarnation? Oui. Ok. Est-ce qu'on recommence? Moi, je dis oui. Parce que c'est ce qui m'a été révélé. Vous pouvez soit me croire, soit faire un chemin. Et l'invitation, c'est bien sûr que vous fassiez un chemin, c'est-à-dire ne pas me croire et aller en vous-même pour vérifier. On a une question de Alba dans le chat. Sommes-nous tous liés à des égrégores de la vérité que l'on a choisi? Si tu pouvais rappeler ce qu'est le terme égrégore. Le mot est bizarre, j'aime pas ce mot. Un égrégore, c'est l'idée par laquelle un ensemble de pensées coagule, conglomère et crée une entité qui, si elle est suffisamment nourrie, peut devenir autonome. C'est un petit peu la logique de peur qu'on a avec les intelligences artificielles. C'est l'idée qu'on pose une entité, un algorithme, un chemin, un système, une matrice, et que cette matrice, au bout d'un moment, elle comprend comment être autonome, s'auto-alimenter, générer sa propre électricité, se défaire du contrôle de celui qui l'a programmé et avoir une vie selon ses choix. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un rapport dimensionnel sur la Terre. Tu vas avoir le plan magnétique horizontal, la croûte terrestre. Et sur ce plan magnétique qu'on peut appeler la dimension 1, la matière, la pierre, on va commencer à poser une dimension de verticalité qui sera les arbres, le végétal, dimension 2. Ensuite, tu vas pouvoir visualiser l'émergence d'animaux qui vont pouvoir se déplacer. On va poser un mouvement, dimension 3. Ensuite, on va poser des humains, dimension 4. C'est pas pareil qu'un animal. Un animal, il a la colonne vertébrale parallèle au sol. Donc, il a la tête au niveau des fesses. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le cas d'un humain. Un humain va suivre la verticalisation. Donc, il sera la colonne vertébrale parallèle à un arbre. Il pourra donc, avec un cerveau, capter des fréquences électriques beaucoup plus hautes, beaucoup plus élevées. Tu vas avoir d'autres dimensions au-dessus de l'humain. 4. Tu vas avoir dimension 5, la dimension des pensées. C'est là où tu vas avoir le rapport de fréquence le plus élevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en une seule pulsation fréquentielle, le nombre de vibrations est très condensé et très haut. L'amplitude est très élevée. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les dimensions sont en lien avec un champ de matérialisation, expression vivante, projection de matière, du solide. Ça existe bien dans un univers observable. Eh bien, toutes les séquences observables existent sur des planches dimensionnelles. Il y a des dimensions de manifestation et des dimensions de non-manifestation qui fonctionnent en miroir. Pour l'instant, l'intellect humain est très limité. Donc on n'a pas réussi à comprendre beaucoup plus au-delà que ça. Par exemple, on ne sait pas comment se comportent les dimensions de non-manifestation. On ne sait pas ce qui se passe au-delà d'un trou noir. On suppose qu'il n'y a rien. Je suppose qu'il y a bien quelque chose. Et que si nous on voit un trou noir, c'est possible que si on est de l'autre côté, on verrait un trou blanc. Polarité. Alors les égrégores existent dans les champs de manifestation, c'est-à-dire dans les dimensions palpables, énergétiques, même si elles sont si subtiles qu'on ne les perçoit pas. C'est comme les ondes. Ce qu'il y a de vraiment passionnant avec cette histoire d'égrégores, c'est que les gens clairvoyants peuvent les voir. Ça fait peur. Ça fait très très peur parce que, par exemple, quand les élections approchent, il y a tout un tas d'égrégores qui se mettent en place parce que les gens commencent à penser à des choses. Par exemple, un égrégore qui pense à ça qui est juste politiquement, éliminer les Arabes du territoire ou toute personne étrangère. Donc un jour, j'étais pas au courant que c'était les élections, je revenais du désert, je marche à la Franquie, il y avait personne, je marche et puis il y a un égrégore qui se met devant moi et il m'insulte de sale arabe. Donc je le regarde et je fais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu le voyais sous quelle forme?
Je le voyais sous une forme géométrique. C'est une pensée de type je suis la réponse, je suis la solution, je suis le chevalier, je suis ce qu'attend le peuple. Et donc tu le voyais sous forme d'un idéal manifesté, non incarné. Waouh, ok. Et il est venu me dire ça et j'ai fait qu'est-ce que c'est que ça? Et je touche un peu ses cordes pour lire son accord et il me dit que voilà, c'est en lien avec un parti politique qui pense ça, quoi. Et en fait, non seulement c'est un parti politique qui pense ça, mais c'est aussi l'intégralité des adeptes de ce parti politique qui pensent ça et qui sont énormément nombreux et qui manifestent ce genre d'identité vivante, imparfaite. Sur tout le territoire. Oui, sur tout le territoire. Je réserve généralement ce genre d'enseignement dans mes formations privées ou dans mes cours avec mes élèves, parce que je peux avoir mes tableaux, vérifier qui rentre dans mes espaces pour choquer personne. C'est-à-dire que j'accueille les gens en formation qui ont un taux de conscience déjà suffisamment haut pour leur transmettre ce genre de clés. Donc là, je vais le faire, mais sans aller dans les états de permutation des égrégores, dans tout ce qui se passe dans le quantique de ces espaces. Mais je vais faire en sorte de quand même donner ici, en respectant l'ensemble. C'est une question que je vous pose à toutes et à tous. Vous marchez dans la nature et vous avez plusieurs options, A et B. À un moment donné, tu as un croisement de chemin. Oui. Puis tu prends un chemin. Qu'est-ce qui fait que tu es parti à droite plutôt qu'à gauche? Est-ce que par exemple, tu prends le chemin, tu prends B, et un quart d'heure plus tard, tu es toujours en promenade, et tu te dis, mais qu'est-ce qui fait que je suis allé à droite et pas à gauche? Ça aurait pu être sympa à gauche. Pourquoi, à ce croisement, j'ai pris à droite? Il y a bien quelque chose qui t'a guidé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'instinct, dit Ange et Alba. Que ce soit l'instinct, le subconscient, c'est un courant intentionnel qui traverse le corps, l'esprit, l'unité que nous sommes. On pourrait dire, pour parler au plus large public, on pourrait dire que c'est une pensée. C'est juste une pensée qui te guide à droite ou à gauche. Ouais. Ok. Donc avec une pensée, tu guides quelqu'un. On est d'accord. Voilà, retour aux égrégores. Ce qui est très compliqué avec les égrégores est vraiment regrettable. C'est que des humains vont allier leurs pensées pour le créer sans faire exprès. Ensuite, l'égrégore va vouloir être autonome et vivant. Cet égrégore-là va se redéverser en flux d'informations dans l'esprit de ceux qui l'ont créé. Et ça crée un courant symbiotique. Et donc, ceux qui pensent quelque chose se rassemblent et fortifient un égrégore qui redéverse en eux le flux de pensées qu'eux-mêmes ont pensé. Et donc, ils sont guidés par imprégnation. Et je trouve ça terrible. Parce qu'ils perdent toute autonomie de pensée au fur et à mesure. Plus ils sont informés par ce faisceau constant, plus ça formate leurs cellules, plus ils suivent la tangente. Ok. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux imaginer une colonie de bactéries et tu leur diffuses des gaz de couleurs, pour schématiser, hein, et chaque gaz est un égrégore. Et en fonction des gaz et des couleurs et des intentions de ces gaz, la colonie de bactéries va évoluer selon un certain schéma. Donc il y a certains égrégores de haine que des humains vont émettre et être connectés, et puis d'un coup ils vont devenir de plus en plus voraces, agressifs et vouloir s'étendre, alors qu'en fait, c'est des gens bien. Ils ont juste leur esprit infecté par un flux d'informations, un courant vibratoire qui n'est pas bon. Un véritable maître est libéré de l'information de tous les égrégores. C'est tout à fait possible de tout simplement dire non à tout ça. Parce que la seule chose qui fait qu'on se connecte à ça, c'est le champ des intentions. Quand quelqu'un dit oui, non aux Arabes sur le territoire, il donne un accord. Il dit je suis d'accord avec cette pensée-là. Ça revient au même que de dire que toi qui es sur Terre en même temps que moi, bah en fait, moi c'est normal que j'y sois et pas toi. C'est trop bizarre. Alba a posé donc la question, sommes-nous liés à des égrégores de la vérité que l'on a choisis? Ah oui, attends, faut finir sur ça. Parce que du coup, je définis égrégore. Y a-t-il des égrégores de vérité? Bien sûr, tous ceux qui pensent avoir raison. Bah, il y a déjà l'égrégore des scientifiques, quand on part sur ça. Puis il y a l'égrégore de toutes les religions. Et puis l'égrégore de toutes les personnes spirituelles qui positionnent l'amour. On verra alors qu'il y a des égrégores positifs et des égrégores négatifs. Le problème, c'est pas plutôt l'égrégore, c'est la façon dont on le crée et dont on se relie à ça. C'est comme un outil qu'on peut utiliser. On peut tout à fait engendrer un champ d'harmonie autour de la Terre et créer un égrégore d'amour universel, continuel. On serait tous super contents. Tu pourrais le voir comme une bouée rose au-dessus de nous,
où chaque humain, tous les jours, dit allez, je t'aime à l'ensemble, je t'aime à l'ensemble, je t'aime. Et du coup, tout le reste de l'humanité et de tous les règnes bénéficieront d'un chant d'amour. On est des créateurs, ça fait partie de notre pouvoir dans nos potentiels. Donc, est-ce qu'il y a des égrégores de vérité? Oui. Mais est-ce que ça veut dire que personne n'a la vérité? C'est faux. Ce qu'il faut vraiment comprendre. Et je sais que c'est difficile. Il faut le comprendre pour ceux qui s'intéressent. On est d'accord que ce que je vais dire là, c'est tranchant, c'est profond, c'est passionnant. Mais tant qu'il y a des gens qui meurent de faim, qui crèvent la dalle, on s'en fout de ce que je vais dire. Ok. Donc je vais le dire tout en sachant que c'est intéressant pour un pays en paix, où on peut faire grandir le taux de conscience de tous les humains qui sont dessus. Mais tant que la terre entière n'est pas nourrie et logée, ça sert à rien. Allez, je le dis quand même. Puis j'ai besoin de le dire pour qu'on comprenne la suite. Parce que tout est organisé selon une logique, donc on peut remonter vers le soi, il faut juste comprendre les chemins, comprendre. Ce qu'il faut impérativement comprendre, c'est que l'humain incarné ici et maintenant est à la fois dans une dimension de manifestation, et il est aussi à la fois connecté à une dimension de non-manifestation. C'est l'équilibre des forces. C'est la structure de la création qui est comme ça. On est à la fois manifesté, et une partie de nous est non manifestée. Et il y a une unité entre ces deux champs, entre le champ manifesté et non manifesté. Le mot champ n'est pas correct, mais on a compris l'idée. Eh bien, la mère vérité, elle existe dans la non-manifestation. Elle connaît tout. Elle est la somme de tout de façon parfaite. La mère de toute vérité. Qui ensuite va passer de la non-manifestation à la manifestation en créant et structurant des archétypes de la connaissance. C'est la connaissance que tu peux voir dans un cadran, comme dans un cercle, avec un segment, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Si je te donne des grands archétypes de vérité, tu auras par exemple les structures du masculin, la géométrie, les structures du féminin, la vibration, etc., etc. Et étant donné qu'un humain est connecté à une dimension de non-manifestation et de manifestation, tous les humains ont la vérité mère en eux. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à dire aux humains « Va en toi, ferme les yeux, rencontre-toi vraiment ». Un vrai maître, déjà, n'a aucun autre intérêt que continuer son parcours personnel. Parce qu'il a suffisamment franchi d'étapes et de portes pour être unifié à son soi et obéir à son soi. Ce qu'il veut, c'est juste rentrer, atteindre sa réalisation, sa pleine liberté. Donc, créer des dépendances est impossible. Parce qu'il a vu qu'à chaque fois qu'il crée une dépendance avec quelqu'un, il s'enferme lui-même. Donc quelqu'un qui a vraiment passé le stade de maître et qui va encore plus au-delà, quelque part, il s'en fiche des autres. Pas par désintérêt, par compréhension de la fondamentale de liberté. C'est-à-dire que chacun est parfaitement, strictement libre de faire ce qu'il veut comme il veut, et que chacun est du coup totalement responsable de tout son karma. Un maître va poser l'harmonie comme fondement. Par conséquent, il n'ira jamais rentrer dans les champs de conscience ou dans les membranes de l'autre. Parce que s'il le fait, il se déséquilibre. C'est-à-dire qu'un vrai maître, son seul intérêt, si tu es volontaire et intéressé pour toi-même, il te dira d'aller chez toi. Et il pourra te montrer comment aller chez toi. Il te conduira non pas à être lui ou comme lui, mais à être toi tel que toi, dans ton unicité et ta singularité. Étant donné que la vérité mère est en chacun d'entre nous, tous les maîtres disent et nous le répètent, dans tous les plans de conscience et dimensions, va en toi, pour la goûter, la reconnecter, retrouver les chemins de vérité. Un vrai maître ne dira jamais aux autres « croyez comme moi », comme le font certains êtres adeptes de certaines religions. Ils vont carrément te dire « si tu ne crois pas comme moi, tu iras en enfer, ou tu es un mécréant, ou tu es un maudit, on te met une épée de châtiment au-dessus de la tête ». C'est extrêmement violent certains discours qui existent actuellement sur Terre. Je ne les autorise pas dans mon système. J'ai passé des milliers d'heures en moi-même pour aller trouver mes vérités, mon chemin et mon soi. Et beaucoup de personnes se permettent de faire ce genre de choses sans avoir exploré les terres sacrées de l'être. Alors l'invitation, c'est d'être profondément humble. De ne pas aller essayer de convertir l'esprit des autres à notre croyance ou notre pensée, mais simplement leur dire « Ok, va plus profond.
Parce que s'il va vraiment plus profond et qu'il découpe la lumière, il aura plus jamais envie d'enquiquiner personne. Il va juste recevoir les premiers principes de l'harmonie. Respecte ton prochain, aime-toi, fais de ton mieux, gère bien tes déchets. Tu sais, des trucs très très simples pour arrêter d'engendrer du chaos à l'extérieur de nous. Si tout le monde fait que ça, on est vraiment dans une planète propre. T'as géré ton petit potager, tout le monde a tout ce qu'il faut pour manger. Génial. Donc le dharma, il est aussi très méthodique. On n'ira pas trop loin. On pardonnera à ses pensées prosélytistes parce que, en sous-jacent du sous-jacent, si on écarte bien toutes les peurs, pour certains esprits qui font ça, il y a la croyance que si tout le monde croit pareil, ça sera la paix. Oui. C'est ok de comprendre, de penser ça, mais ce n'est pas non plus évolué, parce que ça utilise la guerre pour atteindre cet objectif, alors que la solution, c'est la sagesse. C'est que chacun comprenne sa structure, son fonctionnement, les lois d'harmonie, pour que chacun fasse un choix responsable, tout simplement de comprendre que si j'aimais quelque chose, ça me revient. Il y a des gens, ils passent leur temps à insulter les autres ou à critiquer sur les réseaux. Si 5 minutes de clarté leur est donnée et qu'ils comprennent que ce qu'ils émettent leur revient, waouh, ils font mince alors, mes cellules, je les ai stressées, je les ai choquées. Toutes ces insultes, c'est d'abord moi qui les pense, je suis en train de m'auto-détruire. Stop, maintenant je mets l'amour et l'harmonie en moi-même, c'est tout. Et je suis trop bien. Tu vois? Donc, retour à cette question qui en fait a ouvert un grand volet. Donc, étant donné que chaque être a la vérité mère en lui, dans sa non-manifestation, on pourrait appeler ça la vacuité. C'est le vide qui est plein. C'est le vide que tu regardes en toi et que tu réalises qu'il n'est pas vide, qu'il est rempli de quelque chose. Que comme ça tu nages et tu vas un petit peu libérer les voiles les uns après les autres. J'ai passé des milliers d'heures à nager dans la vacuité sans comprendre, jusqu'à ce qu'un jour je comprenne un peu plus et un peu plus et un peu plus que c'était pas du tout du vide. Au bout d'un moment, tu as l'impression d'être comme une sorte de petite balle de métal dans un ballon de baudruche. Tu es retenu par un plastique qui est en système de limitation et que après tu fais pouf. Waouh. Et tu es neutralisé, tu retrouves ton soi, tu fais d'accord. C'est chez moi. Alba te remercie beaucoup pour ta réponse. Amen. J'ai un 3e segment et ce sera le dernier tiers de la réponse. Et on sera bien. Et nous aussi, on remercie Alba parce que c'était absolument divin. Évidemment que c'est divin. Allez, on touche du bois. Merci beaucoup. Je vais d'ailleurs en mettre avec moi. Toujours toucher du bois. Ensuite, on va lancer un par là. Le petit gris-gris. À chaque question bizarre, tu vois, je fais ça. Les égrégores. Oh putain. Étant donné que la vérité mère est en chacun, on peut penser tout. On peut tout imaginer. Par exemple, si je te dis, imagine un avion avec un sglurblukdup, tu vas te mettre une idée sur ça et tu peux. Ouais. Parce que la vérité mère est en toi, que toute la connaissance est en toi. Et que parce qu'elle est en toi, on peut engendrer et générer des égrégores qui peuvent être des égrégores d'amour. Donc, on a dû expliquer un petit peu toute la séquence pour qu'on comprenne une chose super importante. Tous mes enfants, faut qu'on comprenne ça. C'est que c'est pas l'égrégore qui est, entre guillemets, un archétype de vérité qui contrôle les humains, c'est les humains qui l'engendrent parce qu'en eux, il y a la connaissance mère, dans la dimension de non-manifestation. Question suivante. Une nouvelle question de Divine Énergie. Bonjour. Vous pensez quoi des forces négatives ici-bas, qui brouillent pour nous éviter la mission de vie? Tu veux bien me faire un grand sourire? Tu vois, l'espace d'où part le sourire, c'est un espace sanctifié. Le noyau de ce sourire, c'est un espace de pure lumière. Alors souris. En ce centre, pas d'ombre, pas de force obscure, pas d'énergie négative. Fais-le grandir et si tu arrives à sourire dans toutes tes cellules simultanément, tu es sanctifié. Pas d'énergie négative, pas de force négative qui peuvent te corrompre.
Et si tout le monde fait ça, c'est réglé. Transmettez cette clé au plus grand nombre. C'est vraiment important. Donc tu peux dire sourire et non sourire. Sourire et non sourire. C'est pas facile, hein. C'est pas facile pour quelqu'un qui sourit tout le temps. Ouais. Même ma tristesse est souriante, moi. Ouais, c'est un clown. Bon, par non-sourire, on va parler d'ombre, hein, on est d'accord. Donc tu as le sourire dharma et le non-sourire adharma. La question en lien avec ce non-sourire, ce soleil noir, qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, continue d'alimenter ce soleil noir? Qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, continue de croire qu'il est bon pour moi? Un jour, j'ai vécu une soumission par l'ombre, c'est écrit dans l'un de mes livres. On était vers le tome 23, 25. Et je souffrais, je voyais des entités avec des trucs qui me faisaient mal, ça me brûlait. Type polyarthrite, fibromyalgie, c'était vraiment violent, quoi. J'appelle mon bien-aimé, je lui dis, bon, on n'a pas marre d'être toujours serein. Tu vois pas que je souffre. Et il me dit, je te libère, bien sûr, mais d'abord comprends à quel endroit tu dis oui à ça. À quel endroit tu acceptes que l'ombre te soumette. Et on avait fait une interview complète sur le sujet, il me semble. Donc, dans cette interview, j'ai parlé de comment j'ai transmuté ce système de soumission. C'est interview sous les arbres, ismaelguiri.com, rubrique interview. Donc, pour faire très simple, et on a besoin que ce soit simple. Pourquoi faire compliqué si ça marche simple? Pour faire simple, si tu souris, un petit peu en te disant mon sourire m'appartient, c'est dans ma sphère intérieure et j'exclus tous les êtres qui souhaitent limiter l'expansion de ce sourire. Tu es dans un tram, tu t'en fiches, ils sont pas obligés de le voir, mais c'est ton monde intérieur, je commande un sourire. Je m'offre un sourire très large dans chaque cellule de ma main, partout. Dans mes yeux, dans ma rétine, dans ma nuque, partout. Ça m'appartient, c'est mon domaine. Je fais ce que je veux. Alors, au sein de ton domaine, quand tu diras oui intégralement à ce sourire, le soleil noir disparaît. Mais on va faire un chemin en gardant ce soleil noir, il faut juste comprendre pourquoi. C'est parce qu'il y a un soleil noir qu'on peut montrer les crocs. C'est parce qu'il y a un soleil noir qu'on peut se défendre. Donc une grande partie de la survie est connectée à ce soleil noir qui représente aussi dans ses archétypes et codes, structure, fonctionnement, la mort. Donc on le garde en tant que défense. Une fois que l'humain en fait commence à comprendre que le dharma est aussi un code de protection et qu'il peut se protéger non pas avec la mort, mais avec la vie, avec la paix, avec l'amour, avec les arts martiaux, avec l'épée de vérité et la sagesse, on va changer de dimension de défense. Et alors on va pouvoir comprendre que le divin est permanent et qu'il est la vraie réponse. Amma a été attaquée un jour, c'est une sainte magnifique. Je la bénis et je l'honore et la remercie pour tout ce qu'elle fait pour des millions d'humains. C'est formidable. Eh bien, un jour, quelqu'un a voulu la tuer. Il s'est approché d'elle avec un couteau. Il a levé le bras et il a fait une crise cardiaque. On ne peut pas s'attaquer à un serviteur impunément. C'est pas possible. Un serviteur, c'est trop précieux pour le divin. Au moins, il y en a un qui écoute. qui fait ce qu'il faut. On va le sauvegarder. Il est extrêmement important pour un grand nombre de particules. Oui. Donc on lui met le soleil, on le protège, on fait ce qu'il faut pour que ses pieds n'aient pas de ronces et d'épines et ce qu'on veut. D'ailleurs, moi, je suis chez le dharma de la babouche. Et tous les matins, je suis obligé de couper parce que ça repousse. Alors, mon cher frère, on arrive à 1 heure d'interview. J'ai une dernière question pour clore l'interview et puis ensuite on passera sur les questions du chat. Que dirais-tu, mon cher frère, à quelqu'un qui pleure parce qu'il n'a pas trouvé ni mission, ni sens, ni voie? Ça dépend de qui c'est, de l'instant de sa vie, de qu'est-ce qu'il pratique, de qu'est-ce qui passe, de son plan de conscience. Ça dépend de... J'ai pas de réponse générale. Alors pour quelqu'un qui sait pas vraiment quoi faire de sa vie, tu sais, il y a ce C'est sentiment. toujours pareil. C'est toujours pareil. Ça dépend du cas. Parce que des fois, la bonne réponse, c'est de la fermeté. Comme Ouais. si tu le secoues. Oui. Des fois, c'est plutôt le consoler. Ouais. Tout le monde sait quoi faire. Mais généralement, une bonne réponse, c'est de le ramener dans ses ressources, en lui faisant comprendre que sa vie, c'est pas de la merde. Et qu'il a déjà accompli plein de choses.
C'est juste qu'il ne le voit plus parce qu'il est dans un brouillard. Ouais. Ramène-le à ce qu'il a déjà réussi la semaine dernière. Dans les choses les plus simples, peut-être qu'il a assuré avec ses enfants, peut-être qu'il vient d'avoir une voiture et que c'est un rêve, peut-être qu'il a le permis déjà alors qu'avant il n'en avait pas, peut-être qu'il a déjà fait 1000 € sans rien. Ramène-le dans ses forces, quoi qu'il arrive. Et ensuite, amène-le à poser ses idées de façon claire sur le papier. Tout ce qu'il pense. Parce que tant que c'est dans sa tête, c'est dans sa tête. Dès qu'il l'écrit, c'est plus là. Donc il peut retrouver le silence, et par le silence, la clarté. Ça va lui faire du bien. Une fois que ça c'est fait, il va pouvoir réaccéder à l'espace du cœur, et là, il va devoir guérir ses blessures. Accepter sa tristesse, se pardonner à ceux qui lui ont fait mal. Ensuite vient la vision et la décision. Il doit engager un nouveau chemin. Alors, place à l'action. Structurer une to-do list, quelque chose de très logique et de très simple. Une to-do list, c'est comme mettre ta vision en étapes. Et alors, il devra passer à la phase action pure. Bien structurer sa vie avec une phase d'introspection pour être en soi, une phase d'action pure pour être un soleil, et une phase de célébration pour jouir du fruit. C'est une réponse très basique, mais tu sens comme elle fait du bien. Absolument. Oui, parce que c'est structurant, c'est concret et c'est indiscutable. Et plein d'amour. Merci, cher maître Mahagiri, pour Avec tout mon amour. Merci, Brice. cette interview sur les missions de vie. C'était très intéressant. Merci aussi à vous tous d'avoir participé avec vos questions. Divine Énergie et Alba, merci du fond du cœur. Merci infiniment. Merci. Je te proposerai une deuxième mi-temps pour cette question parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues encore et qu'on peut donner à la communauté. Avec plaisir. À bientôt, maître. À bientôt.